Ambassadeur de Chine Lu Shai à une chaîne française. Dans cette interview qualifiée aujourd'hui d'interview polémique ou alors controversée par les médias français, plusieurs paroles ont été dites par cet ambassadeur. Commençons déjà par parler de celle qui déclare que la Chine ne ressemble pas à l'Occident, qui ne vient pas dans les pays en développement pour piller ou encore pour mettre le grappin sur ces pays en ses propres termes pour les contrôler. 100 ports maritimes, 10 000 km de chemin de fer, 1000 ponts de grandes rivières et 100 000 km de routes. Pendant 20 ans, c'est un peu le travail qu'a accompli sur le territoire africain la Chine. Au regard de tout ceci, on est bien en droit de se dire, cette Chine vient-elle finalement uniquement pour nous aider sur le territoire africain? Il reste, Bandakani, cette pensée de on ne veut pas de colons, mais sauf que la Chine n'en fait pas partie finalement. A-t-il raison l'ambassadeur chinois de déclarer, de dire de telles choses sur ce média français? Qu'est-ce qu'une colonie? Parce qu'il faut sortir de la confusion lexicale et à la limite conceptuelle et idéologique que M. Macron, d'ici sur le continent africain, comme le signe des lamentations, les lamentations de la France et de M. Macron ne nous concernent pas. Qu'est-ce qu'une colonie? Mais une colonie est basée sur le fait qu'un pays, une puissance colonisatrice, vient, arrache un territoire, s'y installe, et la met en valeur dans le cadre de la mise en valeur coloniale. Les habitants perdent leur souveraineté sur le territoire, ils deviennent des colonisés. Et c'est le cas avec la Chine. Il faut quand même revenir aux élémentaux sémantiques. Donc, ce sont des histoires de la propagande occidentale, incapable de soutenir la concurrence des partenariats sur le continent, pleurnichent et se lamentent. Les Occidentaux ont perdu ils perdent la bataille et ils désignent un colon qui n'en est pas un. Deuxièmement, sur le plan purement, c'est évident, pour coloniser dans l'Afrique, puisque l'Afrique est une colonie, c'est la France qui le dit, pour coloniser dans l'Afrique, il faudrait auparavant coloniser les Occidentaux, qui sont là depuis très longtemps, depuis des siècles, qui sont installés. Alors donc, dire que la Chine vient coloniser les Africains, c'est avouer que les Occidentaux ont échoué à tout point de vue. Puisque eux, ils les ont réellement colonisés, en vantant les vertus de la colonisation. Ces vertus ne sont que dans leur propre tête, au point où, finalement, au lieu de bénéficier, n'est-ce pas, des bienfaits de la colonisation qu'ils vantent tant, ils se plaignent que les Chinois viennent nous coloniser. Moi, je pense qu'il faut sortir de ce discours. L'ambassadeur chinois a raison. Il a raison. Les Africains ont été obligés de diversifier les partenariats. C'était la seule perspective que leur offrait la division internationale du travail dans le monde, et comme passage nécessaire avant d'envisager leur émancipation économique. Les Africains l'ont fait. Ils ont diversifié les partenariats. Ils ont fait ce que le capitalisme dans son ensemble a fait, à savoir faire de la Chine l'atelier du monde. Pourquoi les Occidentaux, les capitalistes occidentaux peuvent décider de faire de la Chine l'atelier du monde? Entre guillemets, développer la Chine comme ils disaient, et interdire aux pays africains de travailler avec les Chinois. Donc ça n'a pas de sens, c'est un contresens, c'est de la pure propagande, c'est une distraction, les Africains n'ont pas écouté ça. Les Chinois et les Russes ne sont pas des colons en Afrique. Ils n'ont colonisé aucun pays africain. C'est la vérité historique de base. Ils n'ont colonisé aucun pays africain. Ceux que nous ont colonisés s'appellent l'Occident. Entre autres la France, l'Angleterre, les Hollandais, les Portugais, tous ces gens-là. Donc voilà les gens qui ont colonisé l'Afrique. On a un contentieux sérieux avec ces gens-là. Pour l'instant, les Chinois n'ont colonisé aucun pays africain. Une fois qu'on l'a dit, c'est à chaque État d'examiner les conditions de ses rapports avec la Chine. À chaque État de le faire. Donc la France ne veut pas se mettre à se plaindre dans la place des États africains. Est-ce que les États africains vous ont dit que la Chine les colonise? Aucun État africain ne vous a dit ça. Aucun. Troisièmement,
la Chine elle-même va coloniser comment? Puisqu'elle-même elle est menacée par les Occidentaux. Le projet géopolitique américain, c'est de démanteler la Chine, la diviser, la faire éclater en plusieurs morceaux. L'axe fondamental de la géopolitique américaine, c'est la Chine. C'est connu. C'est Mackinder, le père de la géopolitique américaine, qui l'a défini, et ils ne s'en sont jamais écartés. Vous comprenez? Un autre pilier de la politique occidentale, c'est la destruction de la Russie. Donc, les Russes ne peuvent pas être des colons, puisqu'ils sont menacés de destruction et de destruction, pas pour le cas de la Chine, l'ancien colon occidental, vous connaissez la guerre de l'opium, et les Russes, n'est-ce pas, qui, pendant très longtemps, ont été l'adversaire des défis géopolitiques de l'Occident. Donc, il ne faut pas raconter des histoires, ce n'est pas les Africains pour les enfants. Si les Chinois sont dangereux, mais qu'est-ce que Macron allait faire en Chine dernièrement? Avec ce qu'on appelle ici la von Leyen. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Vous observerez que tous ces partenaires qu'on nous interdit de fréquenter, mais sont les plus grands amis des Occidentaux. C'est quand même terrible. Je voudrais vous rappeler que malgré la guerre en Ukraine, aucun pays occidental n'a rompu ses relations avec la Russie. Ne parlons pas de la Chine. La Chine, les Chinois, bientôt ils vont acheter toute l'Europe. Mais ils ne parlent pas de colonisation. Enfin, parlant de colonisation, mais les Européens feraient bien de balayer devant leur porte. Puisqu'ils parlent de quoi? Les Américains ont quel rapport avec l'Europe? C'est un rapport de colonisation directe. Mais lâches comme ils sont, ils ferment leur bouche, ils tissent des thèses. Parce qu'ils ne peuvent pas broncher devant les Américains. Avant de nous donner les leçons de risque de colonisation, mais que les Occidentaux décolonisent déjà leurs relations avec les États-Unis. Les États-Unis en ont fait des vassaux, moins que des vassaux. Au point où ils ne peuvent même pas protester, contre un acte de guerre perpétré par les Américains sur leur territoire, à savoir le sabotage des oléoducs, Nord Stream. Mais tout le monde sait que c'est l'Amérique qui a fait ça. Elle a dit qu'elle va faire, elle a dit qu'on va détruire cette affaire-là. Ils l'ont fait. Vous avez entendu la moindre protestation occidentale? Et des gens même qui sont esclaves, on les laisse libérer, ils viennent nous dire que vraiment, écoutez, vous êtes menacés de colonisation. On n'est pas menacés. Nous avons été toujours des colonies occidentales. Nous nous battons pour nous en libérer. Et les partenaires, tous ceux qui peuvent nous aider à le faire sont les bienvenus. La Chine et la Russie. Voilà. Notre ennemi historique, c'est l'Occident. C'est ni la Chine, ni la Russie. Voilà. Merci, Président Bondakani. Les Français ont estimé qu'aujourd'hui, la nouvelle Chine faisait affreusement peur. Que veulent dire ces Français par là? C'est que la Chine nouvelle, elle prend suffisamment d'ampleur uniquement sur leur plate-bande? Non, c'est les pleurs. Ce sont des veuves qui pleurent. Ces gens pleurent, ils pleurnichent, se lamentent. Nous, on ne pleure pas. Voilà. Nous, on ne pleure pas. Nous, on voit la Chine, c'était un partenaire. La Chine, par exemple, si vous prenez le cas d'un pays comme le Cameroun, je prends seulement le cas du Cameroun. La Chine a été notre partenaire géopolitique à l'ONU, pendant que les Occidentaux organisaient la déstabilisation du Cameroun. Mais quelle leçon nous on peut recevoir des gens comme ça? Des faux partenaires comme ça. Donc, alors, la Chine ne se mixe pas dans les affaires intérieures sur le plan politique d'un pays. L'Afrique n'a attaché aucun pays africain pour lui imposer la dette, c'est ce qu'ont fait les Occidentaux. Bon, alors, si la Chine est une menace pour la France, pour les Américains et les Occidentaux, c'est leur problème. La Chine n'est pas une menace pour l'Afrique. Pas une menace pour l'Afrique. Si c'est le cas, alors tous ces partenaires historiques sont des menaces. Des menaces. Donc je pense qu'il faut pas... C'est un discours vraiment de distraction. Les pays africains n'ont pas assez laissé distraire. Pour l'instant, on approfondit la diversification des partenariats, on l'amènera à son terme. C'est une étape dans la longue marche de l'Afrique vers sa libération. Elle va nous permettre de passer à une étape supérieure, à savoir justement la libération du continent africain de toute dynamique colonisatrice ou recolonisatrice. Pour l'instant, une fois de plus en la matière, ce sont les Occidentaux qui nous menacent. Est-ce que la Chine a voté une loi, Mme Bégoudé, où elle nous interdit de faire le commerce avec notre partenaire? L'Amérique l'a fait. Et la France, et les Européens, qui voient le colon partout, bouche cousue. Ils n'ont rien dit sur cette loi affreuse, honteuse, votée par une des chambres du Congrès américain, qui nous interdit de commercer avec qui on veut.
Ben, si les Européens n'aiment pas la colonisation, mais comment peuvent-ils se taire devant un acte de guerre, pratiquement, que l'Amérique, n'est-ce pas, établit comme étant le caractère principal de nos relations, à savoir nous interdire de commercer avec la Russie. Et nous menace dans une loi, c'est légal. Elle peut faire un coup d'État à un président qui collabore avec la Russie. Elle peut nous tuer, vous et moi, si elle dit que nous sommes des pro-russes. Elle peut organiser les révolutions de couleur dans nos pays si elle estime que nous collaborons avec la Russie. Je sais pas si vous voyez le niveau de régression. De régression, n'est-ce pas, à laquelle on arrive dans ce rapport-là. Mais observez bien, les mêmes gens qui sont très vigilants et disent que la Chine est une menace pour les Africains, silence total quand Washington déverse son délit colonial, sa sauvagerie sur les pays africains. Vous voyez très bien qu'on a affaire à des gens qui ne guériront jamais du complexe du colon, le vieux complexe du colon. Ils en souffrent, ils sont malades. Il n'y a pas de remède à ça, mais les Chinois et les Russes ont de bons remèdes. Pour l'instant, ils vont nous aider à soigner les Occidentaux de cette maladie du colon, malade de sa nature colonisatrice. Voilà, elle trouve en face, des obstacles historiques qui se dressent. Elle se lamente, elle pleurniche. Quand l'Occident pleure, les Africains rient. Voilà. Eh bien, pour terminer sur cette déclaration particulière de l'ambassadeur de Chine en France, avant de tomber sur une toute petite phrase russe pour ouvrir une parenthèse, les pays africains devraient donc se méfier de l'aide qui vient des différents pays occidentaux parce que celle-ci conditionne un contrôle total des politiques, une ingérence particulière dans les affaires internes des différents pays. Mais pourquoi ne le fait-elle pas ? Mais, une fois de plus sur la question, c'est simple. Il ne faut pas que les gens se plaignent à notre place. Les Occidentaux ne peuvent pas se plaindre à la place des Africains. Là encore, on est en pleine infantilisation. C'est le grand maître qui veut nous dire ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Mais comment? Tu dis qu'on me tape, moi je ne pleure pas, toi tu pleures. C'est la sorcellerie. Si on me tape, c'est moi qui pleure, non? Comment tu pleures à ma place? La Chine nous colonise, ça les dérange en quoi? Je pose la question. Pourquoi, quand ils ont colonisé, ça a dérangé les Chinois? Est-ce que quand les Occidentaux ont colonisé l'Afrique, ça a dérangé les Chinois? Est-ce que les Chinois allaient dire aux Occidentaux, vraiment vous maltraitez les Africains, c'est pas bon la colonisation? Hein? Mais comment la Chine nous colonise? Et c'est les Occidentaux qui se plaignent. Donc nous là, on est des gamins, on est des enfants, qui ne sont pas de nature capables de distinguer, de faire la part entre une coopération, évidemment, qui demande que beaucoup d'aspects soient revus. Et une colonisation. Nous, on a pris les armes contre la colonisation. Les Africains savent ce que c'est. On a pris les armes contre la colonisation, Madame Bégoudi. Ce n'était pas contre les Chinois ou les Russes, c'était contre les Occidentaux. Ils sont allés les libérer de leur sauvagerie là, qu'ils ont organisée chez eux pendant 2 guerres mondiales, contre Hitler. Ils n'ont pas été reconnaissants. Vous comprenez ça? Alors, donc, ce que la Chine a fait en 20 ans, ils ne l'ont pas fait en 300 ans. Ils ne l'ont pas fait en 400 ans. Voilà le bilan. Vous l'avez lu? Oui. Ils étaient où? Ils ont fait 300 ans. Ils étaient où? En 300 ans, là, ils n'ont pas pu faire ça, de présence en Afrique. Donc, vous voyez qu'à tout point de vue, la position européenne n'est pas acceptable. Et pourquoi l'Afrique ne s'en défait pas? L'Afrique n'a pas de problème avec les Chinois. Non, je parle des pays occidentaux. Il fait quoi? Je ne peux pas bien la question. Pourquoi les pays africains ne s'en défendent pas de ces différentes aides des pays occidentaux qui viseraient donc à mettre le grappin totalement sur... Non, parce qu'ils assassinent les présidents africains, ils ils organisent des guerres civiles, c'est le terrorisme d'État, et en plus maintenant ils l'accompagnent du terrorisme organisé à travers les soi-disant rebelles. Donc le rapport il est clair, c'est un rapport de violence, c'est un rapport de viol historique, c'est un rapport de sauvagerie la plus absolue. C'est ça qui a justifié le silence d'une partie de l'Afrique. Mais l'Afrique ne s'est jamais tue. C'est quoi le panafricanisme? C'est la lutte historique des Africains contre la colonisation, contre l'esclavage, contre la colonisation. Il y a eu la lutte, il y a eu les combats anti-esclavagistes. C'est ça le panafricanisme. Il y a eu les combats anticoloniaux, l'anticolonialisme. Mais c'est les Africains qui l'ont fait, Madame Bégoudi. Ce n'est pas les Occidentaux qui nous ont aidés à le faire. Nous avons opposé, nous avons réussi à chasser le colon chez nous directement. Il est parti par la porte, il est venu par la fenêtre, mais on l'a quand même chassé. Et ça, c'est l'œuvre des Africains.
aidés par les Russes et les Chinois. Madame Bégoudé, ça c'est l'affaire des années 55-60. Des années 70. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc, on est dans une dynamique de révisionnisme historique. Ils sont en train de réécrire l'histoire. C'est leur habitude. Ils ont fait ça avec les Russes. Ils ont dit que la Russie n'a rien fait contre Hitler. Que la Russie a même créé la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Ils écrivent ça. Vous vous rendez compte, ces gens qui étaient morts, la Russie et les Africains sont allés les sauver. Les jours d'Hitler. Donc ils ont l'habitude de réécrire l'histoire. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ce sont des révisionnistes. C'est leur nature. Vous voyez comment on vous révise l'histoire en moins de 50 ans. On vous révise l'histoire. Sans état d'âme, on veut renverser une dialectique historique qui est claire. À savoir que sur le plan historique, notre ennemi, c'est l'Occident. Même si pour l'instant, les États africains parlent de partenariat, il n'y a pas de partenariat. C'est un partenariat, c'est un nom. Ça ne veut rien dire. Notre ennemi historique, c'est l'Occident. Et l'Occident est mal à l'aise de voir une génération d'Africains, la plus nombreuse, se lever et la désigner comme telle. Et la reconnaître comme telle, alors que durant 50 ans, elle a passé le temps à fausser l'histoire, à travestir les mémoires, à enseigner une fausse histoire de l'Afrique. Elle ne comprend pas comment, malgré tous ces investissements, les Africains ont retrouvé la mémoire historique et la désignent comme telle. C'est toi notre ennemi. Nous avons une revanche à prendre sur toi, historique sur toi. Elle veut inverser donc ça par le mensonge, en désignant comme d'habitude un faux coupable, la Chine et la Russie, et elle veut donc nous imposer ça comme vérité par le matraquage médiatique. Voilà, le déversement de sa saleté médiatique sur l'Afrique, tous les jours, qu'on finira bien. Ça, c'est Straussien, ça. C'est les Straussiens qui ont appris ça. Un mensonge, peut-être plusieurs fois, devient une vérité. Ils sont en train d'expérimenter. Mais je suis désolé pour eux, tant pis pour eux. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, on ne peut pas inverser l'histoire comme ça. Les faits sont clairs. Les Africains n'ont pas de problème avec les Chinois. Et même quand tu aurais, c'est à nous d'aller nous plaindre. C'est à nous de nous plaindre avec de nous plaindre les Chinois. C'est à nous de rappeler les Chinois à l'ordre. Les Chinois ne nous tapent pas. Et dans notre plan, à notre place, c'est la sorcellerie, il y a un problème. Il y a un problème. Alors si c'est le cas, pourquoi dans cet entourage-là? C'est que non, le gâteau colonial tend à disparaître et la vérité de la soi-disant richesse occidentale est en train de s'imposer. Ils n'ont jamais été riches. Ils ont été riches parce qu'ils volaient les autres. C'est tout. Et ça, cette vérité va s'imposer au fur et à mesure. Merci Bondakani. Eh bien, une déclaration de Vladimir Poutine quelques jours avant, celle que je voulais qu'on utilise comme toute petite parenthèse, je cite, « La tendance du monde à la multipolarité est inévitable. Ceux qui tentent de l'empêcher ne feront que s'attirer des problèmes comme c'est déjà le cas. » Fin de citation. Oui, c'est clair. Poutine dit c'est un processus objectif. J'aime ça. Quand quelqu'un est objectif, ça ne dépend pas des humeurs de quelqu'un. Ça ne dépend pas de l'état d'âme. Très bien, vous avez compris. Donc c'est un phénomène objectif. C'est la conséquence, c'est la conséquence directe de l'échec de la prétention occidentale à régir les destinées du monde. Elle a conduit le monde, ils ont conduit le monde à la catastrophe, à une véritable catastrophe, donc une catastrophe. Aujourd'hui, la multipolarisation semble est la seule voie de salut. Donc, c'est un processus qui se fait aux dépens de l'Occident. C'est clair, c'est normal il faut le plus qu'elle se lamente. L'Occident est entré dans un complexe de victimisation. Vous savez que c'est à nous qu'on a dit ça pendant des années que, oui, chaque fois qu'un Africain dénonce l'impérialisme, dénonce la colonisation, on rappelle, il se victimise, il a un complexe de coloniser contre le blanc. Le blanc ne peut rien faire, ce fardeau de l'homme blanc, que malgré lui, il porte pour sauver l'humanité, ne lui procure qu'ingratitude des Africains qui ne sont pas reconnaissants. Vous connaissez, c'est ça la rengaine pendant longtemps. Mais aujourd'hui, il y a un virage, Madame Bégoudé. Il y a un virage. Le virage, c'est que c'est bizarre. Le blanc pleure, il est victime. Voilà. Il est victime de la Chine. Voilà. Il est victime des Russes. Il est victime de Wagner. Voilà. Vous voulez qu'on fasse quoi? Bon, peut-être la découverte de l'expérience de la victimisation, peut-être ça va les guérir, peut-être ça va les aider. Mais bon, on s'en fout. Les Africains s'en fichent éperdument. On s'en fout de ce que pensent les dirigeants européens. Ils nous disent des bêtises, parce qu'ils sont fondamentalement, pour la plupart, bêtes. Voilà. Puisque l'Union européenne peut avoir pour président Ursula von der Leyen, qui va être arrêtée. Nous, on l'a dit depuis des années. Corrompu jusqu'aux os. Il n'y a aucune morale. Dépravé mentalement.
Alors, regardez celui qui est président de la France. Bon. Alors, partout il passe en France, maintenant, vous voyez, c'est pas nous qui parlons. Hein. On le pourchasse avec des casseroles, les insultes partout, et on fait un sondage en France. C'est ce que dit. Peu de 70% des Français disent que c'est bon qu'on l'insulte, qu'il mérite qu'on l'insulte vraiment, parce qu'il mérite ça. Vous comprenez? Donc, vous allez aux États-Unis, partout, les dirigeants occidentaux sont complètement dépravés mentalement. Madame Bégoudé, vous voulez que je vous démontre ça en une seconde? Allez-y, essayez. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi cette civilisation qui dit que un homme peut épouser un animal? Mais en plus de ça, cet homme-là doit prendre des précautions pour ne pas violenter l'animal. Vous savez, je ne vais pas faire comme eux. Les enfants peuvent nous écouter. En Espagne, on a voté cette loi que voilà, un animal est mieux que vous, une femme. Et qu'un homme doit marier un animal, la traiter mieux qu'une femme. Vous vous rendez compte de ça? On a bégoudé. Voilà une civilisation. Voilà des gens qui veulent même s'asseoir, parler avec nous. Ce sont ça dit comment ça? Il faut trouver un autre mot pour qualifier ça. Ils sont perdus. Vous comprenez? Ils sont perdus. Donc, la dépravation qui frappe l'Occident n'est pas simplement une dépravation historique liée au fait que, bon, elle a colonisé les peuples, elle a esclavagisé les peuples. Non. C'est une dépravation morale, mentale. Ils sont complètement dépravés et ça se ressent dans les relations qu'ils ont avec d'autres peuples. Ils ne comprennent pas l'humanité, ils ne comprennent pas. Il y a longtemps, ils ont fait sécession avec l'humanité. Ils sont entrés en sécession contre l'humanité. La sécession. Nous nous séparons de l'humanité pour embrasser l'unimanité. Et ça, c'est le conflit fondamental qui oppose les humains à des gens comme ça. On a un problème fondamental avec les Occidentaux. Ils veulent brouiller les pistes, ils brouillent les pistes. Ils renversent les récits, ils mettent un récit sur un autre. C'est une stratégie bien faite, c'est le chaos intellectuel, c'est le chaos spirituel. Ils aiment ça, ils prospèrent dans ça. Mais ça, c'est pour eux. Nous, on connaît très bien ce qui s'est passé, les règles sont claires. Nous appartenons à la civilisation humaine. Les humains n'épousent pas les animaux. Les humains, un homme ne va pas avec un homme. Une femme ne va pas avec une femme. On ne célèbre pas ça et on fait de ça des valeurs au point où il faut l'imposer dans le monde entier. Vous comprenez ça? Donc, pour masquer donc cette dépravation et les conséquences qui peuvent en découler, à savoir qu'ils soient mis au banc de l'humanité, parce que quand les humains seront vraiment les humains, on ne peut pas traiter avec les gens comme ça. On ne peut pas traiter avec un homme. Écoutez, madame Bégoudé, on ne peut pas traiter avec un homme qui dit qu'il y a un mariage entre un animal et un homme et une valeur. C'est parce que nous sommes dans des temps complètement perturbés, parce que nous sortons d'une ère de domination occidentale qui a justement occidentalisé les gens. Ça veut dire que ça a affaibli notre humanité. Qu'aujourd'hui, on continue à traiter avec des gens qui posent que un animal est équivalent à un homme. Mais madame Bégoudé, c'est la ruine de tous les principes humanistes. C'est la ruine de toutes les valeurs. Vous comprenez? Alors, si ces gens n'ont pas de valeur, on ne fait pas le commerce avec eux, on ne traite pas avec eux. Mais ça, plus les peuples vont retrouver leurs facultés, leurs capacités historiques, plus on va marginaliser l'Occident et on va les laisser dans leur poubelle historique. Merci, Président Bandakani. À présent, nous allons prendre le deuxième sujet posé sur la table de cette émission Regard panafricain. Il s'agit de l'actualité du côté de Mayotte. On parle de cette opération Wambushu. La France chassée de l'Afrique s'accroche-t-elle au dom-tom? C'est la question que l'on se pose ce soir avec vous. Vous avez certainement eu à observer cette actualité, ou du moins cette opération du côté de Mayotte. La première interrogation qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi ce flot continuel sur l'indépendance de l'île Mayotte depuis l'indépendance également de l'Union des Comores? Jusqu'ici, aucun président des Comores n'a réellement frappé la main sur la table pour que cette partie de l'Union des Comores soit réellement rattachée à ce pays. L'affaire du Comore n'est pas l'affaire des Comoriens, c'est l'affaire de toute l'Afrique. Comme on a libéré, comme on a aidé, par exemple, l'Afrique du Sud à en finir avec l'apartheid, le monde va venir, il faudra aider les Comoriens à se libérer de la France. C'est une annexion, le débat est connu, est-ce qu'ils sont chez eux? C'est une annexion, à travers des référendums truqués, tout ça, ils ont annexé Mayotte. Et l'opposent
à sa sœur. Comment? Oui. Non, c'est le même peuple que la France a divisé. Comme ils ont fait au Rwanda, par exemple. Bon, même peuple, après, on a opposé les Tutsis aux Hutus en donnant à l'un des qualités particulières au détriment de l'autre. On a fabriqué des différences, on les a institutionnalisées, et on a créé les germes d'un génocide. C'est le même processus qui est dans les îles Comores, parce que ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que la France, sur le plan géopolitique, veut occuper tout. La France est une puissance maritime extraordinaire, puissance maritime qu'elle a acquise à travers de la colonisation, et qui lui permet, n'est-ce pas, d'avoir des coudées, des avantages géopolitiques. La question du Comore, des îles Comores et de Mayotte, vous ne comprenez pas ça si vous oubliez le rôle central, ce qu'on appelle l'archipel, l'archipel de l'océan Indien, qui est une route commerciale, maritime, géoéconomique, géopolitique majeure, extraordinaire, extrêmement importante pour la France. Il y a un vieux conflit, c'est pas seulement avec Comore, même avec Madagascar. La France a confisqué des îles qui appartiennent à Madagascar. Et aujourd'hui, elle essaie d'expliquer ça par n'importe quoi. Elle n'a aucun argument. Elle a pris par la force. Donc, la décolonisation de l'Afrique n'est pas finie. Et dans ça, il faut intégrer la question du Comore. L'unité du Comore. En jouant Mayotte et l'autre île, là, comment j'oublie ça? L'autre île, là, comment ça s'appelle? Vous parlez de Maurice? Non, c'est toi. Il y a des îles historiques. Laissez, je vais regarder ça rapidement, là. Il y a les trois îles historiques, là. Il y a les trois îles historiques. Il y a Mayotte. Il y a une qui a un nom... Oui. Oui, je vois. Nous y reviendrons donc tout à l'heure. Il y a les trois îles, là, qui ont fait historiquement ce qu'on appelle la grande Comore. C'est trois. Il y a Anjouan, je crois, il y a Mayotte, voilà. Oui. Il y a la Comore dont le président est M. Azoumali. Mais c'est le même peuple. C'est le même peuple que la France divise, n'est-ce pas, pour des raisons de sa géopolitique, oppose l'une à l'autre, et pour continuer, n'est-ce pas, à jouir d'un avantage colonial direct en plein XXIe siècle. Donc la question de Mayotte n'est pas compréhensible, on ne peut pas différencier ça de l'achèvement du processus de décolonisation de tout le continent africain. Ça va plus loin. Parce que vous parlez de la question des dom-toms. Ça va plus loin. Est-ce que l'Afrique peut oublier sa périphérie diasporique qui nous conduit directement dans les Caraïbes, dans tous les pays qu'on appelle dom-toms? Tous nos frères qui sont dans les Antilles françaises ou anglaises. Tout ça, ça continue jusqu'au Comore. C'est la même chose. Nous ne pouvons pas rester en Afrique et laisser que nos frères subissent la colonisation directe et les processus d'extermination et de grand remplacement dans les Antilles françaises, entre guillemets. Il y a un processus de remplacement de la population qui est bien organisé et mis en place par les Français, qui consiste à organiser la disparition de Noirs et à les remplacer par les métropolitains. C'est connu. Je vais revenir sur la question Béquet. Donc, le processus est racial, il est économique, il est géopolitique, il est politique. Tout ça est mis ensemble. Une véritable guerre hybride coloniale. La France la mène contre sa propre population, puisqu'ils sont français. Hein. D'ailleurs, vous savez même que Mayotte est une ultra-périphérie. C'est même un territoire de l'Union européenne. Hein. J'entends même pas ça. C'est partie de l'Union européenne. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que partie de l'Union européenne. Mais on mène la guerre contre ces populations-là. Ils sont français, mais ils ne sont pas français en même temps. Parce qu'ils sont français, ils ne sont pas blancs, ils sont français noirs. Et on considère qu'ils sont des esclaves, même si l'esclavage est fini. Donc, on les traite comme ça. Donc, et du coup, Madame Bégoudé, il y a une faiblesse du jeu politique des Africains parce qu'on ne connaissons même pas récupérer cette question-là. Vous savez pourquoi? Si les Africains s'intéressaient sérieusement à nos frères qui sont dans les dom-toms, mais la France ne pourrait même pas parler à un Africain. Puisque, à un État africain, puisque si vous mobilisez ce qui se passe dans ces zones-là, mais la France ne peut pas parler devant le monde entier. Il se passe là-bas des choses gravissimes. Hein? Gravissimes. Hein? C'est un traitement colonial. La France pratique des politiques coloniales contre sa propre population. Mais qu'on a dit non, ce sont des Français. Voilà, ce sont des Français. Mais pourquoi? Ça lui garantit une surface géopolitique maritime
qui lui permet de flatter son ego de grande puissance géopolitique mondiale. C'est cela qu'il s'agit. Donc, la question du comment est inscrite dans la grande question panafricaniste de la libération, non seulement de tout le continent africain, mais aussi de la connexion de l'Afrique avec cette diaspora historique, n'est-ce pas, qui est notre prolongement global en tant qu'Africain. Donc, dans ça qu'il faut inscrire ça. Donc, c'est ça l'opération que le voyou qui est ministre, qui se fait appeler ministre de l'Intérieur en France, M. Darmanin, qui n'a rien à faire, qui veut distraire les Français de vrais problèmes, qui veut trouver une porte de sortie à M. Macron pour sortir de la question des retraites. Tout ça, c'est ça, la diversion. Cette diversion-là, vous voyez qu'il est contre l'immigration illégale. Ça veut dire quoi? Contre la violence et l'insécurité aussi. Les Comoriens immigrent dans leur propre pays. C'est quoi cette constatation? Donc, vous voyez, tout ça, c'est la diversion. C'est une belle diversion. On essaie par tous les moyens comment on dit ça, de faire que l'opinion française bascule pour ne pas continuer, n'est-ce pas, que M. Macron sorte de ce face-à-face qui le rend fou. Partout, il passe de pourchasse, criminel, assassin, avec sa réforme criminelle qu'il a imposée aux Français. C'est la diversion. La diversion. Mais en même temps, nous, Africains, on doit comprendre que c'est une Union africaine qui aurait été vraiment africaine s'occuper de cette affaire. Justement, j'allais vous demander, Bandakani, si ce n'est pas un message également, ou alors un fait dont devrait se saisir l'Union africaine, qui d'ailleurs est dirigée aujourd'hui par le président Azali Assoumani, dont le pays est directement visé. Le président Assoumani avait brandi, agité devant la France, une crise diplomatique au cas où cette opération était menée à bien. Aujourd'hui, il y a une décision juridique à Mantoundou qui a été rendue publique, oui, mais celle-ci n'excède pas le 26 avril 2023. Alors on se demande bien si après les choses seront faites. On rappelle également que toujours dans cette actualité, le gouvernement des Comores, notamment du côté d'Anjouan, a déclaré que le port était impossible actuellement à tout simplement occupé par les différents migrants sur les bateaux, mais que celui-ci sera disponible après le 26. Est-ce que ce n'est pas une manière de donner aux Comores le temps d'aménager, je veux dire, des espaces pour ces différentes populations, ou alors donner le temps pour agir finalement face à cette situation? C'est un vieux conflit, c'est-à-dire opposer les Comoriens entre eux. C'est quoi Mayotte et ses frères Comoriens? Quelle est la différence? Ni c'est le même peuple. Que la France, comment on dit ça? La France organise une guerre civile pour les besoins de sa géopolitique. Le président de Comores, qui est à tête de l'Union africaine, mais bon, il va parler, mais il n'a qu'un moyen réel. Parce qu'il fait face à ce problème depuis très longtemps. Maintenant, en tant que président de l'Union africaine, il peut africaniser le problème. Il peut donner une visibilité africaine à ce problème. J'espère, je ne rêve pas. Je n'attends pas grand-chose de lui. D'abord, depuis qu'il est président de l'Union africaine, il est invisible. C'est-à-dire que tout le monde se demandait même comment. On avait espéré que cela apporterait un peu plus de poids dans la bataille. C'est à lui de profiter de ça, n'est-ce pas, pour donner de la visibilité à ce conflit, à ce problème. Les Comores, la grande Comore historique, une et indivisible. Peu importe que la population veut le décentraliser ou départementaliser, dans le cadre de la grande Comore historique. Vous comprenez? Mais c'est un problème que le Comore à lui seul ne peut pas résoudre. Moi, j'ai fait des événements où les Comoriens étaient présents. Ils m'ont dit, président, ne nous oubliez pas. Vous ne pouvez pas parler de la libération de l'Afrique et oublier vous nous oubliez le Comore. Il ne faut pas que l'Afrique ne peut pas accepter cette division du Comore. Les conséquences seront terribles pour l'Afrique. Parce que tout l'enjeu du bassin de l'océan Indien qui est au cœur de cette bataille géopolitique que la France veut à tout prix contrôler et maîtriser. Je laisse de côté les génocides culturels qui consistent à vouloir débidonviliser ce territoire-là, mais de manière unilatérale. D'ailleurs, c'est ce que reproche le président Azumali, que c'est fait de manière unilatérale. Et il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux historiques, il y a des enjeux artistiques, civilisationnels importants, cette affaire. La France veut raser dans sa tradition de sauvagerie. Elle rase tout son passage, comme disait M. Césaire. Elle rase comme ça, des arts de vivre et tout, parce qu'il est question de franciser cet espace-là. Dans la perspective du grand remplacement toujours, qui est en cours, de la déséquilibre démographique, si cher à la France, et à sa géopolitique,
diviser pour mieux régner. Pour mieux régner. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que historiquement, c'est inacceptable ce qui se passe là. Donc, le président comorien gagnerait à faire apporter ce problème au niveau de l'Union africaine, sur le débat, amener le problème dans l'espace africain pour que les Africains soient interpellés sur le plan diplomatique. Les États africains s'impliquent. Oui, on va dire, ok, d'accord, c'est un territoire français. Mais ça veut dire quoi? C'est un territoire français, comment comment la France fait pour avoir ce territoire? La France considère Mayotte comme son 101e département. Tout à fait. C'est un département français. C'est quand même bizarre. Voilà. C'est un département français jusqu'en Afrique. C'est un département français en Afrique. Il y a un problème. Donc, on va dire non, l'Union africaine va dire non. Moi, je défends l'intangibilité des frontières tracées par la colonisation. Ce qui montre que ce n'est pas l'Union africaine. C'est une annexe de l'Union européenne. C'est un petit quartier de l'Union européenne déporté en Afrique. Et elle ne s'occupe pas des problèmes africains, l'Union africaine. Donc, la grande dynamique panafricaniste qui a été portée par le peuple fondateur, qui a débouché sur l'Union africaine, qui malgré ses contradictions a quand même mené des combats de décolonisation, la ligne de front, la lutte contre l'apartheid, la question du Polisario. Vous voyez, aujourd'hui, l'Union africaine d'aujourd'hui revendique cet héritage, dit que les panafricanistes, mais elle ne veut plus entendre parler des questions historiques comme celle-là. Elle dit qu'elle veut faire de l'économie. Voilà, que fait l'économie. Et qu'est-ce que ça fait comme économie? C'est la ZLECAf. Une bêtise comme ça. On l'appelle ZLECAf. Un truc comme ça qui ne va servir à rien aux Africains. Vous voulez créer un grand marché dans un continent qui est encore dans l'âge colonial sur le plan économique. Vous vous avez dit que non, il faut une grande zone de libre-échange. Parce que l'Union européenne paye les salaires, prend en charge les charges de fonctionnement après les 80%. Ouais, vous voyez comment c'est difficile, donc, vous voyez, d'entendre une voix africaine. Or, la France, imaginez, si deux oiseaux s'affrontent dans un pays africain, la France a un communiqué pour dire que je défends les oiseaux. C'est une atteinte à l'écologie. Il suffit qu'il y ait des problèmes avec la population, avec une partie du peuple, et qu'on veut rétablir la paix. La France a un communiqué, on veut violer les droits de l'homme. Dès qu'on a une élection chez nous, ça ne la concerne pas. Elle va choisir qui a gagné l'élection. Mais pourquoi les Africains peuvent pas se mêler les affaires de la France? Voilà une question particulière. On peut donner les leçons aux Français. Comment est-ce qu'ils gèrent leur propre population dans leur territoire? La situation des dom-toms. Vous appelez dom-toms. J'aime pas ce mot, mais appelons-les comme ça. Mais la question des dom-toms. Comment la France martyrise son propre peuple? Mais est une question des droits de l'homme. C'est une question, comment vous dire ça? C'est une question internationale. Mais ça nous donne le droit de nous ingérer sur les affaires de la France. Puisqu'il n'y aura pas l'occasion de s'ingérer dans nos affaires. Mais pour ça encore, il faut qu'on ait une société civile, qu'on ait des dirigeants qui ont ce qu'on appelle la niaque géopolitique, qui ont ce qu'on appelle la vision de la géopolitique, qui ont ce qu'on appelle le sens de l'histoire. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. C'est le problème que nous avons. La question de Mayotte est une affaire authentiquement africaine. C'est un problème africain, comme l'apartheid a été pour nous un problème africain. Vous voyez ça? Tous les pays africains n'ont pas dit, écoutez, on respecte la diplomatie, vraiment, l'apartheid, là, vraiment, le monde, les Blancs, ils ont reconnu ça, machin, c'est l'histoire. Non. On a dit l'apartheid, c'est inacceptable. Oui. C'est organisé pour lutter contre l'apartheid. Et il y a eu des résultats. Le combat n'est pas fini, mais il y a eu des avancées. La question de Mayotte, c'est une affaire africaine. C'est une affaire africaine. Les Africains doivent se saisir cette affaire. La question du comment est une affaire africaine, c'est très important pour nous les Africains. Il faut qu'on s'en saisisse et que la France arrête les crimes qu'elle a en train de commettre dans cette partie du territoire africain et sur une partie de la population africaine. Au vu du silence justement des différents pays africains, est-ce qu'on est en droit de se demander si l'Afrique attend l'ouverture ou alors le commencement d'une guerre civile? Est-ce que l'Afrique attend qu'il y ait aujourd'hui des affrontements assez gravissimes entre les peuples pour qu'après justement elle puisse sortir de son ombre? Parce qu'on rappelle que justement sur ce territoire de Mayotte, il y en a qui estiment qu'ils sont plus français que mahorais ou alors que comoriens. Mais c'est ce que je vous dis, c'est que la France a organisé à travers des faux référendums historiques. En oubliant, il y a eu au moins 2 référendums où ces gens-là ont rejeté le faux de la France. Ils n'ont pas. Donc, historiquement, même d'abord, la colonisation n'a aucun fondement historique. Historiquement, la France n'a même pas la légitimité à parler au comment. Donc, vous voyez très bien que. Mais la guerre civile est là depuis.
Elle, la défaite, elle est larvée. Déjà, entre les deux peuples qu'on a fabriqués, deux peuples, ils se font la guerre, d'autres sont maintenant blancs, ils sont quasi blancs, ils sont français, et d'autres sont des nègres. Et là-dessus, la France se joue. Vous voyez ça. Donc il y a des situations de guerre civile de fait. Ça vous rappelle une histoire qu'on a eue en Afrique, là. La question de la création de la Sierra Leone du Libéria, où des esclaves noirs libres, on a constitué un territoire, et quand ils sont arrivés, ils traitaient leurs frères, restaient sur place, des plats de sous-hommes. Ça conduit à des drames. Ça conduit à des drames. Mais ces drames-là, ça arrange toujours l'Occident. Quand les Africains s'entretuent entre eux, non, ils sont très heureux et contents. Parce que ça permet encore qu'ils accentuent leur domination sur le continent africain. C'est la question du comment. Vous avez dit que chaque fois qu'on va diviser un pays africain, diviser les peuples, opposer une partie d'un peuple contre une partie, c'est le colon qui avance, c'est lui qui profite. Mais ça, ce ne sont pas les Chinois qui font ça. Hein. Ce ne sont pas les Russes qui font ça. Ah ben, ça vous fait rire. Vous avez raison de rire, parce qu'à défaut, des riz on pleure. Ce ne sont pas des Chinois, là. Ce ne sont pas des Russes. C'est la France qui fait ça. C'est un territoire qui ne lui appartient pas historiquement. Qu'elle a acquis par la force, par la colonisation. Après, vous avez les leçons du coup, la Chine vient vous coloniser. Donc, c'est un drame historique. La guerre civile est déjà là. La question du comment date depuis très longtemps. Avec les aventures d'un voyou qu'on appelait Bob Denard, agissant pour le compte de la France. Dans la France, cette guerre civile, elle est là. Et la France a toujours servi de la question comorienne pour renforcer ses bases militaro-géopolitiques sur le continent africain. Donc, c'est pas la question comorienne, elle est vieille, Madame Bégoudé. Elle est vieille. Mais nous avons pris sur nous, Africains, d'oublier ça. Mais en oubliant que ce qui se joue au Comores, c'est aussi le destin des pays africains, au regard de la situation stratégique, n'est-ce pas, de cette partie, de cet archipel-là, n'est-ce pas, sur l'océan Indien. Voilà. Donc il y a une géopolitique de l'océan Indien qui doit intéresser les Africains. Parce que l'océan Indien, avec le Comores, génère beaucoup d'intérêts géopolitiques. Et un continent sérieux ne peut pas laisser une telle porte d'entrée, une telle façade maritime, n'est-ce pas, aussi importante pour elle, entre les mains d'un ancien colon, ancienne puissance coloniale. Ça veut dire que les Africains ne savent pas ce qu'ils veulent. Merci, Président Bondakani. Eh bien, justement, parlons des richesses de Mayotte. Certains ont estimé qu'il s'agissait aujourd'hui pour la France de libérer le territoire pour pouvoir mieux profiter de ces différentes richesses, justement, sur l'île Mayotte, et de pouvoir, je dirais, suffisamment les exploiter à sa guise. Évidemment, vous partagez ce point de vue, mais où je voudrais qu'on emmène votre réponse, c'est il y a une réaction comorienne qui est attendue, une réaction africaine qui est attendue, même si vous le martelez, ça lambine un tout petit peu, mais on l'attend quand même. Vous êtes très poli. C'est une démission des instances officielles africaines. Et c'est un crime géopolitique, parce qu'on va payer ça cher. On va payer ça cher. Vous savez, quand les histoires commencent au Sahel, vous savez, quand Kadhafi est attaqué, comme d'habitude, on dit oh, on ne peut rien faire, on est impuissant. Mais nous sommes en train de payer ça avec le Sahel. Et bien les Occidentaux savaient bien ce qu'ils étaient en train de faire. Vous comprenez? Donc vous êtes en train de soulever un problème. Mais c'est un endroit. Je vous ai dit que cette façade maritime est hautement importante sur le plan géopolitique et sur le plan géoéconomique. Oui. Évidemment, on a d'abord approuvé les Comoriens comme partout. 77% vivent sur le seuil de pauvreté. Les populations sont extrêmement pauvres là-bas. C'est une vie infra-humaine. C'est une vie infra-humaine. Donc, ils vivent de manière sous-humaine. Mais pourtant, c'est extrêmement riche. Comme l'exil de Madagascar que la France a arraché à Madagascar, extrêmement riche. Mais évidemment que derrière tout ça, il y a justement le fait que la France longe sur ses richesses, évidemment, elle veut s'en approprier. Alors donc, ça c'est une conquête. Ça fait partie d'un projet historique qui est connu, à savoir l'Afrique sans les Africains. C'est-à-dire que le territoire comorien est un département français, c'est le plan de la territorialisation, mais le but c'est que s'il ne reste pas un seul Comorien, ce serait une très bonne chose. C'est capable. Le truc il est là. On va blanchir les Mahorais, les Comoriens. Ils vont devenir Mahorais. On les blanchit au fur et à mesure. Ils perdent tout lien historique, culturel
avec leur véritable racine et leur histoire, ils deviennent français. Voilà. Et dès qu'ils sont français, bien c'est terminé. Le territoire, là, vous ne le reprendrez jamais à la France. Que non, c'est un territoire français. Non, non, il faut faire attention. Ce sont des luttes historiques extraordinaires que nous devons mener et continuer. La grande question comorienne est une question de l'Union africaine. C'est une question dont l'actualité géopolitique est brûlante et que les Africains n'ont pas fait l'erreur d'abandonner le Comore, qu'on abandonne nos frères, la diaspora, dans les Caraïbes et partout, en oubliant que non, c'est une partie de l'Afrique qu'on abandonne et ça va nous coûter cher. Par contre, en s'impliquant, comment dire ça, en nous préoccupant du sort de nos frères à la diaspora, c'est un avantage extraordinaire. Vous savez qu'on a peu de 600 Noirs en Asie. 600 millions, pardon, de Noirs. Vous savez ce que ça vaut sur le plan géopolitique, si on s'est converti ça. Des Noirs jusqu'en Guinée, Papouasie, partout, là en Indochine, aux Philippines, en Indonésie, la question noire. Nous avons des Noirs africains en Russie, des villages noirs en Russie. La question de la dispersion des Africains partout dans le monde et qui fait que le monde est un village négro-africain en fait. Le monde c'est un village négro-africain. Mais Madame Begoudé, notre histoire nous enseigne qu'on appelle un village un endroit où tout le monde se connaît. Les Africains, c'est un village, le monde c'est un village négro-africain. Nous devons connaître le sort de nos frères qui sont en Asie, qui sont en Chine. Vous savez qu'il y a des millions d'Africains noirs en Chine. En tant qu'autochtones, je ne dis pas qu'ils sont arrivés, hein, autochtones, est-ce que vous le savez? Parler partout dans le monde. Mais c'est quoi cette conscience? Mais c'est quoi ce problème qui fait que nous ne voyons pas l'importance de ce qu'on appelle une vraie diaspora? Nous avons la chance d'avoir les nôtres partout sur le monde, partout sur Terre. Donc une véritable politique africaine ne peut pas se faire sans cette vision afro-mondiale, afro-globale du sort des Africains. Mais l'Union africaine n'est pas en mesure de penser comme ça. Ils n'ont ni les compétences ni la volonté. Ce sont les employés de l'Union, les sous-employés de l'Union européenne. Ils se contentent, voilà, leurs enfants peuvent aller faire des vacances partout, les enfants fréquentent en Europe et tout. Voilà. Ne parlez pas de ça. Et vous avez donc tout un courant de la diplomatie camerounaise. Je dis une partie, parce qu'il ne faut pas généraliser de manière simpliste. Il y a un lobby, j'appelle ça le lobby de l'Union africaine, exerçant par exemple au Cameroun, qui attaque le panafricanisme en disant que non, il y a un panafricanisme, ce n'est pas les injures, ce n'est pas la guerre contre l'Occident, machin et comme ça. Vous voyez, des gens comme ça qui parlent de trucs qui n'ont pas de sens. Dès que vous dénoncez l'Occident, vous êtes en guerre contre l'Occident. Dès que vous dénoncez la colonisation, non, on ne veut pas dénoncer ça. Un bon Africain doit avoir oublié son passé. Il a guéri de la colonisation, il ne parle plus de ça. Il a de bonnes relations avec les Français, il met la veste. Et que fait-on des retombées alors, comme cette question dont on est en train de parler? Cette Union africaine-là, elle doit justifier le salaire, l'argent qu'on leur donne. Mais vous trouvez normalement Madame Begoudé qu'un continent ne s'est pas mesure, de se construire un siège, le siège de l'organisation soi-disant continentale est financé par la philanthropie chinoise. Et après on pleurniche comme des salopards que non, la Chine a mis les micros. Vous voulez qu'elle mette quoi? Les cheveux? C'est normal qu'elle mette des micros. Quel est ce continent à qui on offre le siège de l'organisation qui est censée le représenter? Vous pouvez aller offrir aux Chinois le siège du Parlement chinois aux Chinois. Ils ne peuvent pas l'accepter. Quel est ce continent dont l'organisation, l'organe entre guillemets continental, est financé en termes de salaire, de faire le fonctionnement à près de 80%? Mais Madame Begoudé, ça veut dire les Blancs ils ne parlent pas. Mais ils ont raison de dire que la Chine vient nous coloniser, puisque c'est ce qu'il faut avec l'Union africaine. Ce n'est pas la colonisation, hein, c'est la coopération, c'est le partenariat. Vous imaginez les Africains en train de financer le salaire des membres de l'Union européenne? C'est considérable ça? Peut-être diront-ils que c'est parce que l'Afrique n'a pas assez de moyens pour le faire. Mais vous avez tout compris. Donc, vous voyez très bien que non. Mais quand on a fait ça, on peut maltraiter les Comoriens. Qui va parler? Puisque si l'Union africaine parle, on coupe le salaire. Ils deviennent des chômeurs. Coupe le salaire. C'est une situation grave. C'est pour ça qu'il faut féliciter les émissions comme celle-ci, ce que fait le regard panafricain. N'est-ce pas? On va continuer à crier. On a commencé à crier, après ça a porté. On va continuer à crier et travailler pour qu'il y ait cette véritable émergence géopolitique de l'Afrique, pour que les Comoriens se sentent pas seuls, pour qu'un seul Africain
partout où il est dans le monde, s'il est touché, que toute l'Afrique se lève à sa faveur. Ce n'est qu'ainsi qu'on va construire la puissance géopolitique africaine. Comment font les Juifs? Vous voulez qu'on parle des Juifs? Pourquoi? Ils font les Juifs comment? Vous voyez, au Soudan, il y a la guerre. Que font les Occidentaux? Ils viennent enlever leurs ressortissants, non? Et ils trouvent ça normal. Ouais, donc, ça c'est normal pour eux. Ils viennent carrément enlever leurs ressortissants. Ils s'en vont avec. Vous voyez l'idée qu'on se fait des droits de l'homme et de la civilisation. Ils disent que ça rentre dans le droit international, de protéger leurs concitoyens. Voilà. Ils se retirent, ils vont avec citoyens, concitoyens. Maintenant, les Soudanais vont s'entretuer. Mais est-ce que pour autant, ça empêche les Soudanais de s'en prendre aux Noirs, aux étrangers chez eux? Il y a les images qui circulent. Là, il y a un problème, nous devons grandir. Les Africains doivent mûrir pour avoir une lecture historique des événements. Une vision d'ensemble de l'enjeu du continent. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Vous ne touchez pas un Chinois ici sans que l'État chinois ne réagisse. Dans le monde, vous ne touchez pas un Chinois n'importe comment. Et l'Afrique n'a-t-elle pas compris vous ces avez un problème enjeux ici, alors vous avez un problème ici avec un Français, c'est la France qui va venir intervenir. Mais quel problème est-ce que nous avons pour comprendre que c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer à agir? C'est le problème. Eh bien, ma dernière question était: l'Afrique n'a-t-elle pas compris ses propres enjeux? Bondakani, rien que lorsqu'on parle de cette question de Mayotte et plusieurs autres questions épineuses comme celle-là sur le territoire africain. Oui, non, on a compris, les panafricanistes ont fait un travail extraordinaire, ils continuent à faire. Il y a cette opinion, puissante opinion afro-mondiale que nous avons construite, mais c'est notre espoir là-bas. L'espoir, c'est de la consolider, et bâtir autour une dynamique d'émergence géopolitique, cette opinion afro-mondiale, essayer on dit ça, de s'assurer par des structures organisationnelles qui aient de la vie, que cette opinion afro-mondiale ne soit pas une opinion, que ce soit une vie historique. C'est notre avenir. Ce travail-là, rassurez-vous, nous n'allons pas lâcher de le faire. Alors en 10 ans, 12 ans, on a travaillé, on a construit ça. Il faut passer à notre niveau pour convertir cette puissance géopolitique qui est encore au niveau d'une opinion en puissance géopolitique réelle. Et là, Madame Bégoudé, on n'a pas besoin forcément d'attendre qu'un État prenne sur son épaule seul l'enjeu panafricaniste. Mais ça, c'est un travail qu'on peut faire au niveau de ce que j'appelle un civisme afro-global. Je ne dis pas société civile, un civisme afro-global qu'il faut inventer, qu'il faut nourrir, qu'il faut construire. La société civile, elle ne pèse pas assez, c'est ça? C'est quoi la société civile? Ça veut dire quoi ce truc? Elle est où? Elle comprend quoi? La société civile africaine, c'est comme l'Union africaine. Ce sont les salariés des Occidentaux. Donc, ils vont dans les guichets, ils justifient l'argent qu'ils prennent, et ils ronronnent matin, le soir, c'est les droits de l'homme, les machins, la dictature, des bêtises comme ça. Je ne parle pas de celle-là. Je parle d'un civisme afro-mondial. Je répète encore. Que font les Juifs? Comment ils font, les Juifs? Il faut toucher un Juif sur cette terre et vous dormez. C'est vers ça qu'il faut aller. Pas pour les imiter, mais c'est vers ça qu'il faut aller. Cette conscience universelle africaine, c'est ça qui va nous sauver. Et c'est ça qui fait peur aux Occidentaux, qui fait peur aux États-Unis, qui fait peur à tout le monde, c'est ça. D'où la phobie du panafricanisme, d'où comment on appelle ça? Les panafricanistes, c'est-à-dire les rend de malades. C'est-à-dire qu'ils sont malades quand ils entendent le mot panafricanisme. Parce qu'ils savent que c'est là, c'est un axe contre lequel ils ne peuvent rien faire. Vous imaginez une véritable connexion, sans passion, entre nous, par exemple, récemment, les Afro-Américains aux États-Unis. Je dis, imaginez simplement une véritable connexion. Donc c'est une dynamique, rassurez-vous, c'est une dynamique qui va se construire, on ne va pas arrêter. On est très avancé dans ce travail, on ne va pas s'arrêter. Merci Président Bondakani. On termine par parler de cette population qui aujourd'hui reste sans futur logement. Pour celle qui a déjà été expulsée, on rappelle qu'il y a quand même un bateau avec une soixantaine d'expulsés qui devait accoster du côté d'Anjouan. Cela n'a pas été le cas. On réfléchit certainement à des conditions de relogement de celle-ci. Mais ce qui nous revient sur le terrain avec nos différents contacts For You
médias de ce côté, c'est que la population a envisagé de manifester, de protester, mais a ravalé sa peur, n'a pas pu ravaler sa peur, pardon, a avalé sa salive et a décidé de subir par peur, justement, de passer tout simplement outre. Il faut rappeler que près de 2500 soldats ont été envoyés sur le territoire rien que pour cette opération. C'est la démocratie, c'est la promotion des droits de l'homme. Hein? Quand M. Darmanin, comme je l'appelle, ce petit fou-là, fait ça, pour lui c'est le maintien de l'ordre, c'est la démocratie. Mais imaginez un pays africain en train de faire ça. La population, M. l'ONU devait sortir de son trou. Le Sénat là devait sortir, dire qu'on veut les droits de l'homme. L'Union européenne devait faire un communiqué. Évidemment, Paris allait faire un communiqué. M. Darmanin peut maltraiter sa population, n'est-ce pas, peut décider de détruire le plus grand bidonville de France. Vous savez ça? Le plus grand bidonville de France. Si je reprends les termes de M. le ministre de l'Intérieur, j'ai dit si je reprends ces termes, le plus grand. Alors il peut décider de raser ça un matin, de quasi-militariser la ville, n'est-ce pas? Mais, vous savez comment je justifie ça? Le déploiement de près de 1800 policiers. Vous savez comment je justifie? On dit non, c'est pour rétablir la paix républicaine. C'est pour rétablir la paix républicaine. Mais c'est simple. Mais quand c'est en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? Dictature. Atteinte aux droits de l'homme. Violation des droits de l'homme. Et qui justifie donc une intervention. Suspension de partenariat, fermer les guichets, les guichets internationaux. Ben, ouais, je pense qu'il faut qu'on sorte de là. Je l'ai dit, je le maintiens. La question du comment est une grande question africaine au XXIe siècle. L'Afrique doit s'emparer de cette question pour au moins essayer ne serait-ce que d'éviter que cette frontière maritime hautement stratégique nous échappe complètement. Merci infiniment, Président Bandakani, d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions-réponses dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Plusieurs questions, plusieurs interrogations ont été soumises justement à votre regard et tentatives de réponse ont été apportées sur ce plateau. Ce fut un plaisir à vous retrouver très prochainement. Maintenez la pression, n'oublions pas le comment. N'oublions pas le comment et moi je suis prêt, je serai là chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci également à vous qui nous avez regardé sur notre Media for You, Media Africa, sur nos différentes plateformes internet éponymes, bien entendu sur notre radio. Vous nous avez également écouté 96.3 FM. L'information et les programmes se poursuivent sur nos